Donc oui, la première conférence, je l'ai intitulée « Quand Homo sapiens rencontre... quand Homo sapiens et phénomène ovni se rencontrent ». Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, Homo sapiens. On va commencer par ça. Si vous vous attendez à voir dans cette conférence ce genre d'image, c'est loupé. Parce que si vous vous entendez à voir le gars qui était dans le vaisseau spatial et qui a l'écran, c'est loupé aussi. Donc, vous commencez à regretter d'être venu, je pense. Alors, Homo sapiens, c'est qui? Vous le savez, non? C'est nous. Ouais, j'ai entendu, c'est nous. C'est nous. Bon, je vous ai mis un petit truc. On vient des hominidés, papa, puis on est arrivé à nous, le gars avec la flèche, là, l'arc et les flèches, c'est nous, sauf qu'il n'a pas de costume. Là, je passe vite. On pense qu'on sait, puisqu'Homo sapiens, ça veut dire celui qui sait, hein. En fait, il nous reste quelques trucs à apprendre. Alors, à l'origine, j'avais préparé une conférence sur 3 études de cas. Et puis, après avoir essayé de la faire en 1 heure, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai réduit à 2. 2 études de cas. Un cas qui est local, qui a été enquêté par nous il y a quelques années, d'une famille qui est aux prises avec le mystérieux inconnu. Vous allez voir, il y a entité, lumière, c'est assez spécial. Et puis un deuxième cas qui n'est pas du tout local, il est même étranger. Il se passe en Espagne, où des pilotes civils et militaires sont face aux ovnis. Pour ceux qui le connaissent un petit peu, là, parce que j'en ai récemment parlé à l'association et à quelques membres de l'extérieur, il y a encore du nouveau, vous allez voir. Mais on va commencer par le cas local. Alors quand je dis local, c'est du côté de Quillan. C'est pas si loin que ça, hein. C'est dans la région. On a eu un balai aérien avec des humanoïdes le 15 juillet 2008 à Nébias. Il y en a qui sont de là-bas? Il n'y avait pas des gens de... Non, je croyais. Donc, j'ai choisi ce cas parce que le dossier est jugé fiable. La fiabilité des témoins, nombreuses informations, une enquête qui a été menée autant qu'on a pu le faire, avec la gendarmerie, avec pas mal de monde. Pour résumer, on a une nuit une famille qui est tranquille, qui va passer un sale moment. Il va y avoir des traces dans l'herbe, on est en pleine campagne, il faut savoir que le voisin, je ne vous l'ai pas dit, mais il est à plusieurs kilomètres, et on est en pleine campagne. L'herbe va être dépigmentée, donc des traces au sol, mais ça commence avec le chien. Ou la chienne, je crois. Elle était dehors vers 3 h du matin, elle aboie, ça réveille la famille. Évidemment, il descend dans la cuisine, il la voit qui essaye d'entrer, qui gratte la porte, frôle les murs. Alors c'est une chienne de chasse, d'habitude elle n'a pas peur des sangliers, elle n'a pas peur du gibier, or là elle semble terrorisée. Donc le couple descend, il lui ouvre, et là, ils s'aperçoivent que dans le ciel, il y a un phénomène lumineux, blanc, en forme de chevron de Citroën, mais vertical, le chevron, enfin les 2 chevrons. Et une sphère lumineuse orange qui va et vient autour de ces chevrons verticaux. Alors déjà, c'est étrange. Ensuite, je vous rappelle, on est dans la campagne. Devant la fenêtre, devant la porte de la cuisine, imaginez que vous avez à peu près 800 mètres de prairie. Et puis il y a un chemin, une petite route de l'autre côté. C'est la photo d'ailleurs. C'est une photo de la route, du coup, aussi. Une entité se déplace sur la prairie. Vous avez tous vu Mars Attack? Mars Attack? Non? Ça là. Ouais, bon. Ben, à un moment donné, il y a la créature de gauche là, qui glisse. Bon, pour ceux qui l'ont vu. Bon, c'est exactement ce que vont décrire les témoins. Une entité qui glisse sur la prairie, qui ne marche pas, il n'y a pas ce système de pas qui est mécanique chez nous. On a vraiment un glissement, un flottement au niveau du sol, avec à la place des bras comme des tentacules extrêmement souples,
qui vont dans toutes les directions, et un point lumineux au-dessus de la tête, à quelques centimètres, comme une sphère lumineuse, qui accompagne la créature et qui éclaire un petit peu le sommet de cette créature. Après, on distingue mal au niveau des hanches et des pieds, ils ne voient rien, les témoins. Il n'y a pas assez de lumière. Mais ils distinguent la partie haute, les tentacules à la place des bras qui bougent, et ce glissement le long de la prairie, sur la prairie. Un glissement qui va durer quand même 1h30. C'est-à-dire qu'à 4h30, on a encore les deux témoins, plus la fille qui est descendue entre-temps, qui était restée au lit, il ne l'avait pas réveillée, mais finalement, ils sont allés la chercher. C'était une fille de 16 ans, je crois. Donc ils sont 3. Et ils observent pendant 1h30 cette créature glisser sur le sol. Si vous aviez été dans ce cas, qu'est-ce que vous auriez fait? Appareil photo. En pleine nuit, le gars, comme il a dit, il est costaud, le bonhomme, il a dit j'aurais été seul, peut-être que je serais sorti, mais avec ma famille, je ne suis pas sorti. Puis après réflexion, donc j'aurais été seul, je serais resté dedans aussi. Donc pas de photo. Donc, je pense que vous aurez peut-être téléphoné, non? Voilà, la gendarmerie. On appelle la gendarmerie, on appelle le copain. Or, ils n'ont rien fait du tout. Pendant 1h30, ils sont là, regardez, une entité qui circule dans leur prairie. Et aucune réaction. Ils ont le temps d'estimer sa taille, environ 2,30 m à 2,50 m. Elle semble chercher quelque chose. La tête est ronde, les yeux en amande. Les bras tentacules sont longs et fermes. Il ne voit pas de bouche, il ne voit pas d'oreille, il ne voit pas de nez. Pas de détail des mains, s'il y a des mains, encore moins des pieds, je vous disais. Pendant 1h30, il la voit circuler sur une distance de 50 à 100 mètres. Et ils ne font rien. Et moi, je suis à peu près sûr que j'aurais appelé la gendarmerie quand même. J'aurais peut-être pas dit qu'il y avait une entité bizarre dans mon champ, mais j'aurais dit il y a quelqu'un dans mon champ. Ben non, ils font rien. Et à 4h30, au lit. L'entité est toujours là, il y a toujours le balai lumineux dans le ciel, et ils vont se coucher. Bon, ça c'est bizarre. Après, bon, on a jugé que ces témoins étaient fiables, étaient crédibles. Pour nous, c'est incroyable d'aller se coucher alors qu'on a une entité dans le jardin, quand même. Mais bon. À ce moment-là, son épouse, quand même, qui revient, fait le détour par la chambre de la belle-mère, elle la réveille, parce qu'elle ne veut pas continuer à observer seule. Elle remarque, les deux femmes remarquent à ce moment-là des lumières de 3 couleurs, ce qui était inédit jusque-là, puisqu'on avait du blanc, rappelez-vous, et de l'orangé. Là apparaît le bleu, en plus. Un grand bruit se fait entendre. Le monsieur ne ressort pas de son lit. Le père de famille reste au lit. Mais, très vite, plus rien. Un peu plus tard, le 6 août, nouvelle observation d'un chevron lumineux blanc dans le ciel, qui est approché par un second. Puis disparition. Alors bon, à l'époque, je suis peut-être allé un peu vite, à l'époque, on a quêté sur les vols de nuit dans la région, tout ça, il n'y avait pas d'avion à basse altitude dans ce secteur. Il y avait les vols de ligne, évidemment, comme d'habitude, mais on ne pense pas que ça soit lié, parce que pour confondre un vol de ligne, un point lumineux dans le ciel, la nuit éventuellement, avec des chevrons, ça paraît compliqué. Donc on n'a pas d'explication à cette histoire. Alors, les traces au sol, par contre, on a peut-être une explication. Ils avaient coupé les foins, ils avaient mis des meules de foin dans le champ qu'ils avaient laissé plusieurs jours, et ils venaient de les enlever 2 jours plus tôt ou 3 jours plus tôt. Ils venaient de les enlever. Donc il est possible que l'herbe dépigmentée soit en fait liée à la position des meules de foin dans le champ. Mais ça n'explique pas le reste. Alors ce qui est particulier, là encore, c'est qu'un an plus tard, j'étais en randonnée sur le pic le mont Bouquet dans le Gard, pardon.
Et un an plus tard, la mère de famille me téléphone encore et en larmes, à chaque fois qu'elle pense à ce truc-là, elle est en larmes, elle pleure, elle n'arrive pas à se remettre de cette expérience. Donc une réaction assez forte, émotivement parlant. Le mari, lui, il a très bien vécu tout ça, il a évacué. On y est revenu une fois avec la co-enquêtrice. Il était en train d'en parler autour d'une bière avec des copains. Donc pour lui, c'était devenu une anecdote qu'on raconte sans stress, tandis que pour sa femme, c'était quelque chose qui la faisait pleurer. Et l'adolescente de 16 ans, elle gérait plutôt bien cette histoire. À la limite, ça faisait plutôt partie du monde fantastique d'une adolescente. Il n'y avait rien de franchement normal pour elle. Donc des réactions qui vont du désintérêt, qu'on a du mal à comprendre, un fort désir de confidentialité aussi, puisqu'ils ont demandé leur anonymat, que l'anonymat soit préservé. Ils refusaient d'en parler à la gendarmerie, ils refusaient d'en parler à la presse. Une fois, on a essayé de les faire venir ici en tant qu'intervenants, justement, pour qu'ils racontent leur expérience. Ils l'auraient fait mieux que moi. Ils ne veulent pas en parler en public, excepté au cercle restreint des amis et de la famille. Et pourtant, à un autre moment, on les a vus raconter ça, un peu à tout venant, quoi, tous ceux qui étaient dans le coin. Donc, il y a des moments où ils extériorisent totalement leur expérience. Et pour nous, c'est assez difficile à comprendre. Bon, et le stress et la frayeur dont je vous ai parlé. Donc ça, ok, demande d'anonymat. Donc ça, c'est une enquête locale. On en a d'autres, hein. On aurait pu vous parler de Triangle au-dessus de Draguignan, ou même de Men in Black, justement dans la région de Draguignan aussi. Bon, ça sera pour une autre fois. On va passer à un deuxième dossier, je vais y rester un peu plus longtemps, qui traîne dans l'ufologie espagnole depuis 1979 et qui reste non résolu. Même si vous trouverez quelques ufologues qui vous diront que c'est résolu, je vous expliquerai pourquoi leur solution ne tient pas la route. Alors c'est un dossier qui est important, et ça c'est une nouveauté, je ne l'avais pas dit la dernière fois. C'est un dossier qui est important, c'est le dossier de Manises, parce qu'à partir de ce dossier, le gouvernement espagnol et l'armée espagnole a classifié toute information sur les ovnis en Espagne. Jusque-là, il n'y avait pas de confidentiel défense ou de secret défense sur le sujet. À partir de Manises, tout est verrouillé. Alors celui qui a levé le livre à propos de ce verrouillage, c'est Antonio Rivera, que vous connaissez certainement, certains d'entre vous en tout cas. Il est décédé en 2001, né en 1920, à côté de Barcelone. Il s'est intéressé aux ovnis depuis le début des années 50, donc pratiquement 50 ans d'ufologie, donc grand nombre de livres. Et il s'est intéressé évidemment à Manises. Alors il n'y a pas Thibaut, c'est dommage, puisque Rivera était aussi passionné par le baptême des magiciens de Bergier et de Powell. C'était une de ses références. Et c'est aussi, tiens, anecdotiquement, c'est un des spécialistes de l'affaire Humeau, que vous connaissez peut-être. L'affaire Humeau. L'affaire. Oui, je sais. Je suis d'accord avec toi, mais... Donc, là, je vous ai reproduit en espagnol un petit texte à droite. Oubliez que j'avais le pointeur laser. Je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. Un petit texte... un extrait de texte où il révélait que depuis l'affaire de Manises, eh bien, on avait un des dossiers classifiés secret défense par l'armée espagnole. Alors tout commence le 11 novembre 1979 à 20h27 Zoulou. 20h27 Zoulou, ça fait à peu près du 22h27 heure réelle. Voilà. Mais je parlerai à l'heure Zoulou jusqu'à la fin. Ça commence par une émission radio, c'est pour ça que je vous ai mis des ondes sur l'écran. Une émission radio inconnue qui est entendue par la tour de contrôle de Valence
sur une fréquence de 121.5. Et cette émission radio n'a pas d'origine connue. Elle est en plus d'une nature, enfin le son que l'on entend est aussi inconnu. Ça ressemble vaguement à un signal d'alarme, mais ce n'est pas un signal d'alarme. Alors, la Tour de Valence va demander confirmation à un vol, le vol JK297 de la compagnie TAE, c'est de la compagnie de transport équatorienne. Il va demander confirmation, il leur demande de se mettre sur la fréquence 121.5, et voilà, est-ce que vous entendez quelque chose? Et effectivement, le pilote équatorien, qui s'appelle Lerdo de Tejada, répond que, oui, lui aussi, il entend un signal d'alarme sur cette fréquence. Ce vol a 109 passagers, je le précise, des Allemands et des Autrichiens, ils viennent de Salzbourg, en Autriche, et ils se dirigent vers Tenerife, dans les Canaries. Ils viennent de faire une escale à Palma, de Majorque. Il ne va jamais arriver aux Canaries, celui-là. Je vous le dis de suite. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer ensuite va inciter le pilote à se poser d'urgence à Manises. Manises est un aéroport de Valence. Ce qui se passe, c'est que après, je vais peut-être aller un peu vite au niveau diapo, après la fréquence radio entendue, le pilote du TAE de l'avion équatorien voit arriver sur sa gauche des points lumineux sur l'arrière gauche. Alors c'est son mécanicien qui le repère d'abord, puis Lerdo de Tejada le repère aussi, puis 2-3 passagers les repèrent, sur 109 ça fait pas beaucoup. Mais on ne les voit donc pas que depuis la cabine de pilotage, parce que certains diront aussi que c'était des reflets des voyants lumineux qu'il y avait dans la cabine. Le problème, c'est que ces points lumineux se rapprochent de l'avion. Alors, le pilote décide de changer d'altitude, il accélère et monte en altitude. Que font les points lumineux? Même chose, mais plus vite. C'est-à-dire qu'il dépasse l'avion. À ce moment-là, il y a la Tour de Valence qui lui demande s'il ne veut pas qu'on fasse intervenir l'armée de l'air, s'il craint une collision, par exemple, que quelqu'un a identifié cet avion. Et effectivement, l'armée de l'air va être contactée. Et à 23h42, on a un Mirage F1 de la base de Los Llanos, c'est Albacete, commandé par le capitaine Fernando Camara, qui décolle pour intercepter ces points lumineux inconnus. Alors, si vous connaissez un peu le sud-est de l'Espagne, c'est quand même à 164 km exactement à Albacete de Manises. Et à Manises, à côté de l'aéroport civil, vous avez aussi un aéroport militaire qui a non pas des Mirage F1, mais des avions des États-Unis, des F4. C'est-à-dire que pour l'identification, on préfère faire appel au Mirage F1 qu'à un F4. Motif. Il y en a eu plusieurs qui ont été donnés par l'armée, et je n'en ai retenu qu'un seul. C'est que le Mirage F1 a un équipement différent pour l'identification des avions que par rapport au F4. Il a un projecteur latéral. Le F4 n'en a pas. C'est-à-dire que le pilote peut commander un projecteur d'éclairer un avion sur quelques centaines de mètres à sa droite, ce que ne peut pas faire le F4. Donc, moi j'ai retenu cette explication-là. Pourquoi faire venir un avion qui a 164 km plutôt qu'en faire décoller un qui est là? C'est pour l'identification, à mon avis. Parce qu'après, niveau performance, c'est pareil. Les deux vont en Mach 2.2, ils apportent à peu près le même niveau d'armement. Le F1 est peut-être un peu plus maniable, mais ça se joue à très peu de choses. Donc, le Mirage décolle. Pendant ce temps-là, le vol civil se pose à l'aéroport de Manises, en urgence, le pilote avait prévenu, il a eu l'accord. Évidemment, le bruit a couru dans l'aéroport, alors il y a des gens qui sont sortis, des contrôleurs, des mécaniciens, des officiers de l'armée de la base d'à côté qui sont sortis aussi. Ce qui fait que ce dossier est bien documenté, puisque l'armée, quand elle va enquêter, va, rien que sur la base de Manises, avoir plus de 50 témoignages de gens qui sont normalement fiables, des officiers,
des mécaniciens d'avion, des contrôleurs aériens, des ingénieurs. Donc c'est un dossier extrêmement bien documenté. Comment on connaît ces témoignages au fait? Vous le savez? Parce qu'il y a des militaires, ils ont déclassifié les archives à un moment donné. En Espagne, comme aux États-Unis, il arrive un moment où on déclassifie le dossier confidentiel secret ou secret défense. Et ce moment-là, il est arrivé il y a une quinzaine... j'ai oublié la date. Bon, il est arrivé il y a une quinzaine d'années à peu près. Et depuis, on a accès à ces dossiers. Le FE, je reviens à lui, fonce en direction des lumières. Il est très vite, vous savez, il va voler à Mach 1,4, ce qui fait qu'en une dizaine de minutes, il est sur zone. Il aperçoit effectivement les points lumineux. 3 différents. Il est en contact avec non seulement Manises, enfin l'aéroport civil, mais aussi un radar militaire qui s'appelait Pégase à l'époque, qui couvre toute la région. Donc il demande ses instructions, quel point lumineux doit-il suivre en premier? Il va les suivre tous en fait, tôt ou tard. On va d'abord l'envoyer vers le nord, suivre un point lumineux qui se déplace vers l'intérieur des terres. À un moment donné, Pégase, le radar militaire, le commandement régional aussi de l'armée de l'air, lui demande s'il pense se rapprocher. Le capitaine Camara est incapable de répondre, il sait qu'il fonce vers l'objet, mais l'objet va au moins aussi vite que lui, il pense qu'il ne sait pas s'il se rapproche ou pas. On lui demande de mettre le cap vers l'est, vers la mer Méditerranée, parce qu'il y a un autre objet, et il revient vers Valence, parce qu'il y a toujours plusieurs objets au-dessus de Valence, sur l'aéroport. Enfin, quand je dis objet, je devrais dire phénomène lumineux. Un sur le port de Valence aussi. Donc si vous m'avez suivi, il a eu plusieurs caps, nord, est ou nord-est exactement, sud. Hein? Il ne va pas tout le temps dans la même direction. Il va voler comme ça pendant 1h30. D'accord? C'est important. Par moment, et en particulier quand il va être dans un triangle au nord-est de Valence, il va être gêné par les interférences radio lui aussi. Il va les capter. Et le radar militaire Pégase, lui, qu'est-ce qu'il capte? En général, rien du tout. Il ne capte rien, simplement à 2-3 moments, il va avoir un écho non identifié. En plus du FE, j'ai oublié de vous dire, tous les vols civils se sont opposés ou ont été détournés. Il n'y a plus rien dans le quart nord-est de l'Espagne qui vole, à part le FE normalement. Et pourtant, 2 contrôleurs aériens de Manises, pendant que le F1 fonce vers le nord, observe comme des réacteurs d'un jet qui va vers le sud. Ils l'observent à la jumelle, et ils sont 2. Ils pensent que c'est le F1. Après, quand on a les heures, enfin avec le rapport, le compte rendu de l'armée, on s'aperçoit que c'est pas possible, à cette heure-là, le F1 il fonçait vers le nord. Il n'était pas du côté de la Loufère, c'est les marais qui sont au sud de Valence, il ne pouvait pas être là, et pas vers le sud. Alors, il y a une autre hypothèse qui va être explorée par l'armée pour expliquer tout ça. Vous avez vu, j'ai mis un porte-avions. Quelques semaines plus tôt, il y avait eu un exercice qui s'appelait le CRISEX 79, mené entre l'armée espagnole et l'armée des États-Unis. Ce porte-avions, c'est le Nimitz. C'est le même que celui du film en question, c'est le même que celui qui a essayé de porter secours aux otages à Téhéran quelques mois après, en 1980. Le Nimitz n'était plus sur zone. L'armée de l'air des États-Unis, la marine, ont été interrogés. Je vous ai mis à droite le quartier général de l'armée de l'air d'Espagne. Ils ont été interrogés par le quartier général espagnol pour savoir où était leur flotte. Thierry, il y a quelqu'un qui tape. Oui, c'est pilote. Oui. J'espère que c'est que pilote. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, réponse. La lettre est dans le dossier qui a été rendu public. Réponse, à cette époque-là, ils étaient à l'est de la Méditerranée, du côté de Chypre.
Mais il restait un bateau toutefois des États-Unis à 200-300 km de Valence, c'était l'Iwo Jima. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle le nom de bataille peut-être, mais l'Iwo Jima en fait c'est le premier d'une série de porte-hélicoptères. Seulement les hélicoptères qu'il avait embarqués ne correspondent pas à ce qui a été décrit en Mirage FE qui va de Mach 2.2, même s'il se traîne à Mach 1,4 parce qu'il ne le dépassera pas lors de cette poursuite, ben, il rattrape un hélicoptère très vite. Par contre, chose intéressante, c'est que les États-Unis avaient un système de brouillage radio qui est proche de celui, enfin de l'émission radio qui était entendue. Mais ce n'est pas tout à fait le même. Le capitaine Camara, qui commande le F1, l'a signalé le premier. C'est proche, mais ce n'est pas le même. C'est une espèce, vous l'entendrez tout à l'heure, vous allez l'entendre bientôt, c'est une espèce de wou. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que font les États-Unis. Donc on peut dire, par rapport à la marine et à l'armée, enfin l'aéronavale des États-Unis, que le dossier de l'armée espagnole est clair, ils ne sont pas en cause sur ce coup-là. C'est le résultat de leur enquête. Alors les images ne correspondent pas, mais c'est le son qui est important. Alors par contre, c'est en espagnol. En la radio me empezó a entrar una señal, que es un yo le digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero a mí me dijo que estaba esa emergencia, se decía en la radio, que entonces en un detector de amenaza armada que llevan los aviones estos, me indicaba que estaba iluminando una señal electromagnética, una señal rara. Tenía para decir que si lo que se estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente que detrás de ese radar se va un misil. Alors si vous avez suivi, au début il nous parle du fameux wou, le bruit qu'il essaye d'imiter. Et après il nous parle de quoi? Après ça se corse. Ça se corse, il nous dit qu'il est illuminé par des émissions radar du type de celles qu'on utilise quand on va balancer un missile sur un avion. Quand on va tirer un missile sur un avion. Donc, il est illuminé d'abord par l'arrière, puis par le côté gauche. Et au fur et à mesure de son vol, à 3 ou 4 moments, il y a un radar qui va l'accrocher. Le F1, bien sûr, il a un radar aussi. Et puis, je vous rappelle, il y a Pégase, qui est le plus grand radar militaire de la région, qui cherche toujours. Le F1, lui, le radar du F1 ne va jamais rien voir. Mais les mesures électroniques de défense signalent quand même à plusieurs reprises que le F1 est éclairé par un radar ennemi et que c'est pour un tir. Le premier enquêteur civil sur ce dossier, c'est Juan José Benítez, qui était journaliste à Valence à l'époque. Il n'était pas vraiment ufologue, ça va devenir un grand ufologue espagnol, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, notamment avec son dernier bouquin, je me toucherai 2 mois après. Le 12 novembre, le lendemain, il a appris qu'il s'est passé un truc à l'aéroport, donc qu'est-ce qu'il fait en tant que journaliste? Il va à l'aéroport. Il va rencontrer le directeur de l'aéroport, Miguel Morlan, qui lui dit que, il va tout lui raconter, il lui dit qu'effectivement, il s'est passé des trucs absolument stupéfiants. Un vol civil a été détourné, le vol de la TE. Sur les 109 passagers, il y en a 2 ou 3 qui ont vu un truc, les autres sont persuadés que c'est un coup monté, qu'on cache une avarie majeure de l'avion, et ils rouspètent comme c'est pas possible parce qu'ils sont jamais arrivés à Majorque, hein. Ils sont toujours à Valence. Les pilotes, le pilote et le copilote, qui sont tous expérimentés, c'est d'anciens militaires de l'aviation équatorienne, ils sont droits dans leurs bottes, ils sont crédibles,
Alors j'en profite au passage, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'Équateur et du Pérou, il y a eu une guerre en 1994 entre les deux. J'ai un très bon ami au Pérou, que je connais depuis le siècle dernier, qui est capitaine de il vient de prendre sa retraite, il était capitaine de l'aéronavale péruvienne. Et je ne sais pas pourquoi, il a toujours du mal quand on parle de cette guerre. Et c'est lié à notre histoire. C'est parce que l'Équateur était équipé de Mirage F1 et le Pérou de Sukhoi russe. Et à l'issue de la guerre, il n'y avait plus de Sukhoi. Donc c'est pour vous dire que le F1 quand même est un bon avion. Et les militaires équatoriens, les pilotes ne doivent pas être si mauvais non plus. Benitez, dans le bureau de Miguel Morlan, le directeur de l'aéroport, voit posé dessus un dossier déjà monté par l'armée, qui a été remis au directeur. Et Morlan lui dit qu'effectivement l'armée a commencé à recueillir les témoignages, mais il ne peut pas lui montrer le dossier. Sur ce, il reçoit un coup de fil, et le directeur est appelé à l'extérieur, et Benitez est laissé seul dans le bureau. Évidemment, qu'est-ce qu'il se dépêche de faire? Des photos de toutes les pages du dossier, en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pellicule. Bon, il l'a reconnu des années plus tard, sur le coup, il a publié un bouquin en 80, il n'a pas reconnu dedans, il l'a reconnu bien après, je pense que ça lui aurait valu des ennuis avec la justice à ce moment-là. Bref, il recueille un maximum d'infos, et il va aller jusqu'à, un petit peu comme dans James Bond, rencontrer secrètement. Là, vous avez le pilote à droite, enfin non, le pilote au milieu et le copilote à droite du vol civil. Il les rencontre, il les interroge. Il va aller jusqu'à contacter un de ses amis, colonel de l'armée de l'air espagnole, qui va lui confirmer la totalité de ce qu'il a appris et que je vous ai raconté. Bref, on est là face à un gros dossier. Après, ce que je regrette un petit peu avec M. Benitez, que je n'ai pas l'honneur de connaître, c'est son dernier bouquin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non? Bon, ça s'appelle Gog. Et, comment dire? Bon, en gros, la fin du monde est pour 2027. Voilà. Je vous donne l'info. Dépêchez-vous, on est en 2018. Hein? Alors, en Espagne, on nomme pour tout ce type d'enquête ce qu'on appelle un juge instructeur. Je ne sais pas si c'est pareil qu'il y a dans l'armée française, ça m'étonnerait qu'on l'appelle comme ça. Mais un juge instructeur a été nommé, il est arrivé le 13 novembre à Valence, à Manises. Il venait de Saragosse, la troisième, une autre région aérienne espagnole, la troisième. C'est un capitaine de l'armée de l'air, c'est lui qui en charge le dossier. Si je vous en parle, c'est parce qu'il a fait un travail remarquable et d'une neutralité absolument parfaite, pour moi en tout cas. Entre le 13 novembre et le 28, il va rencontrer tous les témoins dont je vous ai parlé. Et d'autres d'ailleurs dont je ne vous ai pas parlé, je vous en parlerai après. Il va interroger les civils, les militaires, tout retranscrire. Il y a des enregistrements audio, on n'a pas accès à tout. Il y a des enregistrements audio. Vraiment un dossier admirable qui fait 150 pages. Il faut se les taper. Et qu'est-ce qu'il conclut? Alors, je l'ai noté en espagnol, il va falloir que je le traduise. Il est nécessaire de considérer l'hypothèse qu'il existe effectivement un vaisseau de provenance inconnue. Una nave, ça peut être un avion, mais aussi, c'est au sens large, vaisseau, avion, de provenance inconnue et propulsé par une énergie inconnue. Donc, la conclusion de ce capitaine de l'armée de l'air, c'est qu'il y a eu quelque chose, absolument certain, c'est certain, dans l'espace aérien de Valenciennes. Pourquoi une propulsion inconnue? Parce qu'à l'époque, un Mirage F1, ça doit rattraper à peu près n'importe quoi. Donc il faut un système de propulsion qui dépasse celui du Mirage F1. Quelle preuve a-t-il
ben, il a 54, je crois, un peu plus de 50 témoignages, presque tous précis et jugés fiables, de par la qualité des témoins, justement, dont je vous parlais tout à l'heure. Il a 2 ou 3 contacts radar de Pégase. Pour lui, il y a eu quelque chose. Alors quoi? Ce qui est bien avec ce juge instructeur, c'est que il va dresser des hypothèses. Les points lumineux, les reflets de points lumineux, de cadrans lumineux du cockpit. Et il dit ça ne marche pas, puisqu'il y a des passagers aussi qui l'ont vu. Ça ne peut pas être ça. Confusion avec une étoile ou une planète. Pas possible non plus, parce que quand même, Fernando Camara, le capitaine du Mirage F1, bon, a poursuivi des choses, il y a eu des contacts radars. A priori, Pégase n'est pas capable d'avoir un contact radar avec Vénus, en théorie. Ou alors ils sont super en avance sur nous. Un autre avion de provenance inconnue, ça l'intrigue. Oui, mais ça veut dire qu'il est invisible au radar. En 1979, il n'y en avait pas. Plusieurs avions de provenance inconnue. Même réponse, invisible au radar, c'est pas possible. Et qu'un Mirage F1 ne peut pas rattraper, c'est pas possible non plus. La flotte des États-Unis, je vous rappelle, il a écarté cette hypothèse également. Suggestion collective. Vous savez, une illusion partagée à plusieurs. Ça ne tient pas la route non plus, parce qu'entre le vol civil, le capitaine de l'armée de l'air, les gens au sol, il ne peut pas y avoir une émulation collective. En plus, il y a une photo. Vous allez être déçus. Il y a une photo. Alors le Mirage F1 a aussi un appareil photo. Mais comme il n'a rien vu, il n'a pas pris de photo. Enfin, il a vu, mais de loin. Il n'a pas pris de photo. Par contre, il y avait un mécanicien de chez Renault, celui-là, qui était dehors, qui faisait des photos à titre privé de la nature, et qui, tout d'un coup, a vu passer un point lumineux dans le ciel. Réflexe, il prend 2 photos comme ça, en toute vitesse, en visant. Je ne sais pas où est la deuxième photo, elle n'est pas dans le dossier déclassifié de la part de l'armée de l'air. Ça, c'est l'une des 2. Je ne sais pas dans quel sens il faut la tourner, je ne vais pas vous. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une photo. Et tout de suite après, il y avait un avion de combat qui poursuivait ce qu'il a pris en photo. Et effectivement, quand on regarde les horaires, le lieu de la prise de photo, ça correspond à la dernière poursuite en fait, que le F1 va faire en direction du sud cette fois-ci. Alors ces photos, Monsieur Clement, José Clement, il aurait bien aimé les garder, mais il a reçu la visite d'hommes de l'armée de l'air, et on lui a tout pris, photos, pellicules. Ouais, je ne sais pas où c'est à l'heure actuelle. Encore un peu d'espagnol? Pues fue cuando escuchó las voces estas. Las voces de niños. De los niños y eso. Y además es que el caso este, como él se acordaba del caso de la semana anterior, el mío dice, pues a mí no me lo meten en la radio. Y él apagó las radios. No ya cambió canales, sino apagó las radios y lo seguía oyendo. También sin las radios apagadas. Entonces, los casos además... Me quiere decir, Fernando, con las radios apagadas, lo comenta el informe, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, dentro de la carneta, voces de niños, un piloto del ejército del aire. Además, esas voces creo que hicieron en un avión de Iberia que volaba por la zona de Mallorca, dio parte de que había escuchado también las voces esas. Se habían metido también ahí en su radio. Donc ça, c'est toujours le capitaine Camara, mais évidemment, il a vieilli depuis. Hein. Ça, c'était à la télé en 2015 ou 2016. Donc, il raconte que ça s'est pas arrêté là. Là, sa chasse à lui, sa poursuite, c'était le 11 novembre 1979. Mais on a refait décoller un Mirage le 12, le 17 et le 28. Parce qu'à nouveau, les mêmes phénomènes ont été expliqués. Et puis des nouveaux, si vous comprenez l'espagnol, un de ses collègues pilotes, pendant la poursuite,
a eu des voix d'enfants qui se sont branchées sur le canal militaire et qui disaient salut, en gros, comment ça va, en riant, en rigolant, etc. Et chose encore plus bizarre, changeant de fréquence, puis éteignant la radio, il y avait toujours les voix des gamins, des enfants. Le pilote n'en revenait pas. Elles ont duré 30 secondes sur le canal 11 en ultra haute fréquence, c'est-à-dire entre 300 MHz et 3 GHz. A priori, il y a peu de chances que ce soit des gamins, surtout quand vous avez éteint la radio et changé de fréquence aussi, alors c'est compliqué. Et puis, le sujet va aller encore plus loin, puisqu'il y a tellement d'événements qu'en 1980, ça va être porté devant le Parlement espagnol, par un député. Qu'est-ce qui s'est passé à Manises en fait l'année précédente? Et puis à côté, je ne vous l'ai pas mis, et à côté, vous avez, si vous reconnaissez, l'emblème de l'état-major des armées, mais françaises ce coup-ci. Parce que eux aussi, dès décembre 1979, ils sont intéressés. Ils font une demande auprès de l'armée de l'air espagnole pour avoir le dossier. Et c'est là, comme disait Rivera, que l'armée de l'air espagnole a mis une chape de plomb, a déclaré que tout ce qui traitait les ONI était désormais classifié et que l'armée de frappe de l'air française n'aurait jamais, enfin l'état-major n'aurait jamais aucune information. Alors il y a eu deux tentatives d'explication qui ne sont pas inintéressantes. La première dans les années 1980. On est revenu sur l'hypothèse du... Alors ça c'est un F-14 Tomcat, c'est un avion des États-Unis, de la marine des États-Unis, lourd, plus grand qu'un Mirage F1, mais pas plus rapide. On est revenu sur cette hypothèse, c'était un ufologue que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Juan Ballester Olmos. Mais à l'époque, ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le dossier de l'armée de l'air des États-Unis, la marine des États-Unis s'était déjà engagée, il n'y avait aucun avion des AE en vol à ce moment-là. Donc lui, n'ayant pas accès à l'information, il a pensé que ça pouvait être un F-14. Deuxième hypothèse dans les années 90, lancée par la Fondation Anomalie, qui était une association de grands ufologues espagnols, dont Ballester Olmos, c'est l'hypothèse des torchères d'Escumbreras. C'est au sud, si vous voulez, de l'Espagne. Vous avez des torchères qui peuvent être visibles par beau temps à 200 km, surtout si vous êtes en altitude. Mais, là encore, les années 90 et avant la déclassification du dossier par l'armée de l'air espagnole, ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que le pilote de chasse ne s'est pas contenté de les poursuivre vers le sud. Il les a poursuivis vers le nord et vers l'est, au-dessus de la Méditerranée aussi. Donc, à la limite, s'il y avait eu une seule poursuite en direction du sud et donc des torchères, pourquoi pas? Mais il aurait fini par les rattraper quand même, les fichues torchères. J'imagine qu'elles ne bougent pas trop vite. Tandis que là, vers le nord et vers l'est, c'est pas possible. Donc, ça ne tient pas. Mais là encore, quand cette hypothèse est donnée, le dossier n'est pas déclassifié, ce qui fait que les gens n'ont accès finalement qu'à ce qu'a publié Benitez. Et lui, n'ayant pas eu accès à la totalité du dossier, puisqu'il n'a accédé qu'au dossier le lendemain des événements, le dossier a bien grandi depuis, il n'avait pas toutes les infos. Donc ces hypothèses sont tombées. Il y a également les éco-radars. Les torchères, normalement on n'émet pas d'éco-radars dans l'air, etc. Alors je réserve le mot de l'affaire au capitaine Camara, encore en espagnol, et vous allez comprendre. Hubo libros como el de el periodista, el gran periodista y amigo Juan José Benítez de la Carta del Norte, que le llamó Incidente en Manises, pero hubo otros, como el expediente Manises de Juan Antonio Fernández Pérez, que mucho tiempo después dieron una hipótesis. Y es que es habitual que en los casos más extraños se hagan hipótesis para explicarlos todavía más extrañas. Yo no sé si comentarlo, Fernando, pero algunos dijeron que lo que se podía haber visto eran las chimeneas de una fábrica en Cartagena y que la alarma, el aterrizaje de emergencia y tu persecución como piloto de caza de F1 era a unas chimeneas. Yo no sé si quieres comentar algo. Pues me entiendes que las chimeneas a las que se refiere ese señor son las de Escombreras, es una refinería que hay. Que imagino que todos los días, no desaparecen y aparecen. Pues está, y que
somos profesionales del ejército del aire, hemos visto siempre porque están al lado de donde está la Academia General del Aire en San Javier y que no tienen absolutamente nada. J'ai oublié un truc, non? Il en rigole de l'hypothèse des cheminées d'Escombreras, ça le fait bien rire. Il était capitaine, il volait depuis des années, il avait survolé ces cheminées, il les avait vues 3 millions de fois. C'est une grosse blague, c'est une vaste blague. Alors, je ne l'ai pas mis sous forme de vidéo, simplement une citation pour finir de Camara, du capitaine, qui est colonel de réserve aujourd'hui, mais il ne vole plus. Mais quand il est rappelé, il est toujours rappelé dans la partie administrative. Pour lui, c'est clair, c'est un engin d'une technologie inconnue à l'époque, non seulement à l'époque, mais y compris de nos jours. Il a répété ça sur Radio Ser de Valencia en 2015. C'est quelque chose qu'il est prêt à défendre, pied, bec et ongles. Voilà, il nous reste une dizaine de minutes, merci Thierry, pour les questions. Je crois qu'on a un deuxième micro. C'était à propos de la première affaire, elle se passe bien à Nébias, dans l'Aude. Oui. Parce que je ne trouve pas Nébias sur Google Maps. Dans l'Aude, oui. C'est à côté de Quillan. À côté de Quillan. Alors, c'est pas un village, c'est une maison là où j'étais, là où on était, et puis un petit hameau de 4 ou 5 maisons un peu plus loin. D'accord, merci. Oui, Thierry, juste une question. Tu nous as indiqué que le journaliste Jean-José Benitez, en fait, a connaissance du dossier parce que le directeur de l'aéroport sort à un moment et laisse le dossier sur le bureau. Ça me paraît quand même gros. Alors, plusieurs solutions. Est-ce que le directeur lui a laissé sciemment accès aux documents ou est-ce qu'il a eu d'une autre façon enfin voilà, moi ça me paraît quand même gros qu'on laisse un dossier tel quel, qu'on sorte et qu'on laisse un journaliste dans la pièce. Oui, c'est énorme, je suis d'accord. Alors, je pense que, vu ce qu'a fait Miguel Morland par la suite, c'est-à-dire qu'il a beaucoup communiqué sur l'événement, il a reproché à l'armée de tout centraliser, qu'il n'avait plus d'autorité sur le sujet, sur son aéroport civil. Je pense qu'il a fait exprès, effectivement, il a senti dès le début que l'armée mettait le grappin sur toute l'affaire, et il a cherché un moyen de diffuser l'information. Après, il donnera des interviews. C'est pareil, j'en ai pas mis là, mais on a des interviews de Miguel Morland. Il voulait parler de ça, parce que ça a marqué sa famille, et qu'il a vu aussi. Il fallait que ça sorte. Excusez-moi, c'est pas une question de fond, c'est juste, c'est en rapport avec le sujet que la raison pour laquelle vous n'avez ni sous-titré ni traduit l'espagnol. Non, c'est que je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était évident, vu que ça soit l'espagnol ou le français, ça va. J'ai même pas pensé que ça pouvait être sous-titré. Mais vous avez raison, une prochaine fois. Ça serait bien mieux, d'autant que si on regarde les lèvres des personnes qui parlent, on n'a pas l'impression qu'elles disent ce qu'on entend. Parce qu'il parle vite, si, c'est bien synchronisé, mais c'est vrai qu'il parle vite. Oui, une petite explication, s'il vous plaît. Vous avez indiqué dans vos explications à un moment qu'il n'y avait plus qu'un avion dans le ciel, à savoir ce F-1. Or, dans les images que vous avez montrées, on voit à un moment donné un pilote en train de piloter, et dans sa verrière à l'arrière, on voit un deuxième avion. Donc, a priori, il y avait au moins 2 avions. Donc, je me pose la question. C'est pour ça que juste avant de lancer l'image, enfin la vidéo, je vous ai dit que les images n'avaient pas de rapport avec le son. C'est en fait, je l'ai récupéré sur un enregistrement fait lors d'un documentaire espagnol, et ils ont placé des images, d'ailleurs c'est un Mirage 2000, si vous regardez celui qu'on voit, et c'est pas un F1, ils ont placé des images d'avions qui pirouettent et qui miment un combat pour agrémenter le son. Quoi. Ben oui, mais je pense qu'on doit pouvoir enlever l'image aussi, j'en sais rien, mais ça je sais pas faire. Moi je ne comprends pas une chose. Dans le premier cas, pourquoi
Parce qu'il fallait sortir. Mais non, sans problème. Oui. Non, mais attendez, chacun a l'appareil photo à la maison. Oui, Tout le monde a un appareil photo à la maison. Et le téléphone n'existe pas. Oui, non, ils n'ont pas pris de photo parce que leur réponse, ça a été qu'il fallait sortir. Ils étaient entre 50 et 100 mètres. Ils pensaient qu'avec la lumière, je pense qu'ils ont raison, avec la lumière dans la cuisine, il y avait un peu de lumière, ça n'aurait pas donné. Et ils n'ont pas voulu sortir. Mais il n'y a pas que ça qui est bizarre. Hein, c'est qu'ils ne passent pas de coup de fil non plus. Ils préviennent personne. Puis ça aussi, oui. Mais on a plein de dossiers d'enquête où les témoins n'ont pas eu le réflexe de faire une photo. Oui, Pascal? Oui, juste une autre question. Oui, juste une autre question, parce que c'est vrai que je connais assez mal le milieu ufologique espagnol. Au final, qui a fait sortir le cas? C'est Antonio Rivera ou c'est Benitez? C'est Benitez. Alors, c'est sorti avant dans la presse. Hein. D'accord. Il y a des articles de journaux que j'ai en copie, il y en a au moins 4 ou 5 que j'ai retrouvés, des 2, 3 jours, 4 jours qui ont suivi, dans la presse valencienne, surtout, mais à Madrid aussi. D'accord, donc lui en tant que journaliste, il a fait sortir les articles dans ses journaux? Non, ce sont d'autres. D'accord. Lui, il n'a pas sorti tout de suite, enfin, il n'a pas écrit tout de suite là-dessus. Non, je n'ai pas retrouvé d'article de lui tout de suite, et le livre, il le publie l'année d'après. Et donc Antonio Rivera a aussi écrit dessus, c'est ça? Alors lui, des articles, oui. D'accord, ok, voilà, c'était ce détail que j'avais du mal à comprendre. Et il y en a notamment, alors là je ne me souviens pas du nom tout de suite, mais il y a un article qui s'est servi de Manises dans une revue espagnole qui, à travers ce cas, démonte toutes les façons qu'ont les ultra-sceptiques, entre guillemets, d'essayer de tout expliquer. Le cas des torchères, par exemple, l'explication des torchères est typique. Donc ce cas de Manises est repris très souvent en 2009 donc, pour expliquer comment les ultrasceptiques essayent de tout démonter alors que ça ne tient pas toujours la route. Qu'est-ce que c'est les torchères? C'est les... Vous savez, dans les raffineries, on brûle une partie des déchets qu'on n'utilisera pas. Donc c'est le sommet des cheminées, enfin les cheminées, le sommet des cheminées. Le 2008, du côté de Quillan. Pour le cas de Manises, c'était pour citer quelques autres cas où des pilotes ont déclaré avoir été suivis par des phénomènes inconnus. Alors on a par exemple 1959 le cas Kigandi aux États-Unis où un pilote civil a été escorté pendant des dizaines de minutes par des disques. Ça a connu un certain retentissement. On a aussi les Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale, multiples rapports des frontaliers de l'Axe. On a des cas de quasi-collision avec le rapport du Grand Bretton en 1951 où un équipage complet a dit avoir vu un palmier qui s'est rapproché, une soucoupe d'environ 100 mètres de long qui s'est approchée jusqu'à immédiate proximité de l'avion puis s'est éloignée. L'aéroport de Bariloche en 1995, un avion qui a été suivi de très près. Et puis sinon, la nuit des ovnis, c'est comme ça qu'on l'appelle, le 19 mai 1986 au Brésil, où là, des dizaines de pilotes ont dit avoir été poursuivis, voire même entourés par des objets non identifiés, et après ils ont fait une conférence publique. Donc dans l'histoire de l'ufologie, c'est des cas assez fréquents. Un cas en France qui est bien connu, c'est cité dans le rapport du Cometa. Monsieur Gildas. Monsieur Gildas. Oui. Quelqu'un? Il y a un cas bien connu dans le rapport. Ah, dans le rapport du Cometa. Le vol Nice. Non, c'est un H4 qui a été approché et poursuivi brièvement par un ovni. Vous le connaissez sûrement? Non? C'est lequel? Alors, c'est le commandant, je ne sais plus comment, vous allez nous le dire. Le rapport du Cometa de la cité, oui. Je ne me souviens pas l'avoir vu dans le rapport du Cometa. Et même Joël Ménard, c'est peut-être Jasmine.
couverture de lumière dans la nuit. Oui, c'est ça. Ah non, mais Duboc, c'est un vol civil, c'est le vol civil isolant, ça. Non, c'est pas Duboc. Alors c'est Jacques Rine C'est... Mirage 4, il y a Jacques Rine. Non, c'est pas Jacques Rine, c'est encore un autre. Si, c'est le... Oh, j'ai oublié son nom. Non, pas le moustachu, non. Non, c'est pas Jacques Rine le moustachu, c'est encore un autre, c'est le commandant, je sais plus, Duboc. Non, je sais plus, non, c'est pas ça, non, c'est encore un autre. Oh, ça fait on cherchera. Il a été poursuivi, il était à bord d'un Mirage 4, il a été poursuivi par un homme qui leur a fait très peur de pilote. Bon, je vais laisser la place au suivant. Merci à tous.